Nous savons maintenant ce qu'est une constitution. La constitution, pour le dire très simplement, c'est l'organisation du pouvoir politique. Mais, à l'évidence, on peut imaginer beaucoup de manières différentes d'organiser le pouvoir politique. On peut, par exemple, imaginer de confier tout le pouvoir politique à une seule personne, ou bien on peut juger préférable de le confier à une assemblée, et beaucoup d'autres choses encore. Pour savoir comment le pouvoir politique doit être organisé, il nous faut être capable de répondre à cette question: à quoi sert ce pouvoir? Pourquoi avons-nous besoin de lois et de gouvernement? Avons-nous vraiment besoin d'être gouvernés? Après tout, peut-être que la vie sans loi et sans hiérarchie est la meilleure possible pour l'être humain. Nous ne pouvons pas organiser correctement le pouvoir politique si nous n'avons pas au préalable une idée claire sur la finalité de ce pouvoir. Pour avoir cette idée claire, on peut faire une expérience de pensée. On peut essayer de se représenter ce à quoi ressemblerait la vie humaine en l'absence de loi, en l'absence de hiérarchie, en l'absence de gouvernement. Cette condition pré-politique de l'homme, lorsque celui-ci n'est soumis à aucune autorité, est ce que certains philosophes au XVIIe et XVIIIe siècle ont appelé l'état de nature. Il faut bien comprendre que l'état de nature ne désigne pas une certaine période de l'histoire de l'humanité, comme ce qu'on appelle aujourd'hui le Moyen Âge ou l'Antiquité. L'état de nature n'est pas un épisode du passé, il est un état toujours possible. Il est ce qui advient lorsque, pour une raison ou une autre, les hiérarchies sociales, les lois et les institutions disparaissent ou cessent de fonctionner. L'état de nature, c'est, selon la formule du philosophe anglais John Locke, l'absence de supérieur commun pour régler nos différends. À quoi ressemble donc cet état de nature? Dans l'état de nature, chaque individu possède le droit de punir les offenses qui lui sont faites et, plus largement, le pouvoir de faire tout ce qu'il estimera nécessaire pour préserver sa vie et ce qui est nécessaire à la préservation de sa vie, à savoir sa liberté et ses biens. De cette liberté illimitée que possède chacun de se défendre et de se faire justice lui-même, résultent de très grands inconvénients. En effet, chaque individu tend à se préférer à tous les autres. Par conséquent, il va vouloir s'approprier ce qui n'est pas à lui. Il va se venger de manière excessive des offenses qui lui sont faites, ce qui va déclencher des cycles de représailles sans fin, et ainsi de suite. Comme le dit Pascal, chaque moi est l'ennemi et voudrait être le tyran de tous les autres. Autrement dit, l'état de nature est, ou devient rapidement, un état de guerre de tous contre tous. Un état dans lequel la vie de chaque individu est, selon la formule du philosophe anglais Thomas Hobbes, courte, brutale, mauvaise et misérable. Ce qui provoque cette guerre de tous contre tous, c'est précisément l'absence de supérieur commun pour régler nos différends. Par conséquent, pour sortir de cette condition très insatisfaisante, les hommes doivent renoncer à une partie de leur liberté et confier la responsabilité de protéger leur vie, leurs biens, tout ce qui leur est cher, à une instance tierce, supérieure à tous les individus. Ils doivent renoncer à se défendre et à se faire justice eux-mêmes et confier cette fonction à des pouvoirs publics. Pour remplir leur mission, ces pouvoirs publics devront tout d'abord établir des lois qui fixeront les droits et les obligations de chacun. Ainsi, chacun pourra savoir précisément et à l'avance ce qu'il peut faire et ne pas faire, et aussi comment obtenir réparation des torts qui pourraient lui être causés. Puis, afin de trancher les conflits qui pourront s'élever entre les particuliers, des juges, chargés d'appliquer les lois de manière impartiale, seront établis. Leurs jugements devront ensuite être appliqués et exécutés par une force publique créée à cet effet. Par conséquent, l'action des pouvoirs publics correspond à trois pouvoirs différents. Premièrement, le pouvoir législatif, qui consiste à édicter les lois. Deuxièmement, le pouvoir judiciaire, qui consiste à appliquer les lois au cas particulier. Et troisièmement, le pouvoir exécutif, qui consiste à exécuter les lois, à faire respecter les jugements du pouvoir judiciaire, et aussi à défendre la communauté contre les agressions de la part d'autres communautés politiques. Tout ceci peut être résumé de la manière suivante. Les hommes se donnent des lois et des gouvernements afin de protéger leurs droits, c'est-à-dire leur vie, leurs biens et leur liberté. C'est le sens de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je le cite. Le but de toute association politique est la conservation
des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Mais le terme de résistance à l'oppression, qui figure dans cet article, attire notre attention sur un problème très important. C'est ce problème que nous étudierons la prochaine fois et qui va nous amener à la question de la séparation des pouvoirs. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Vous pouvez grandement aider mon travail en aimant cette vidéo, en la partageant et en vous abonnant. Car n'oubliez pas, le droit, c'est passionnant.